Bon. Merci d'être venu pour un moment qui, pour nous, est quand même très important. Je voudrais juste faire une petite introduction pour nous rappeler, il y a quelques années, tous autant que nous sommes intéressés par l'histoire bretonne, ça vous le savez. On fait des choses dans différents domaines, ça vous le savez aussi, mais ça fait quand même des années, si on dit plusieurs dizaines d'années maintenant, que l'histoire de Bretagne nous motive les uns et les autres. Et personnellement, dans les années 80, ça ne remonte pas hier, on avait lancé une revue déjà sur l'histoire de la Bretagne qui s'appelait D'Argenson, car dans notre esprit, l'identité bretonne s'appuie sur différents piliers, donc notamment la connaissance de l'histoire de la Bretagne. Et il y a 2-3 ans, en discutant entre nous, avec d'autres personnes, donc le paysage médiatique en Bretagne, les différentes revues qui existent, les différents livres qui sont sortis, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais il nous semblait important quand même de présenter une revue de débat, de présentation de la vision bretonne de notre histoire. Et donc on s'est mis ensemble il y a 2-3 ans, ça a traîné pour différentes raisons, et puis ça a abouti là, cette année, en octobre, à la sortie de ce premier numéro, mon rédacteur en chef et l'ami Christian Verroux. Merci Jacques. Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Donc depuis 2-3 ans, il faut se Jacques et puis moi on se connaît depuis une vingtaine d'années quand j'ai travaillé à la rédaction de Lorient et les rédactions sont des lieux ouverts. Jacques poussait assez fréquemment la porte, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Effectivement, l'histoire de Bretagne n'est pas ou peu enseignée en Bretagne et ailleurs. Si on a envie d'approfondir le sujet, il faut rentrer à la fac à Brest, à Lorient, à Nantes, à Rennes, et puis faire un parcours en fac d'histoire. Voilà. Sinon, on y a accès, ou on y a accès à travers des livres qui peuvent être rebutants, ardus, où il faut lire 36 notes pour comprendre ce que l'auteur a dit avant. Je dis pas mal des historiens, ils font leur métier comme ça. Donc notre projet, c'est d'essayer de créer cette revue, on le fait là aujourd'hui, de faire cette revue où on donne de la matière historique aux lectrices, aux lecteurs, de différents moments de notre histoire bretonne, de différents endroits de l'histoire bretonne. Et ce n'est pas que la Bretagne sur son territoire géographique, c'est aussi la Bretagne à travers le monde, d'où les sous-titres, l'histoire de la Bretagne et la Bretagne dans l'histoire. Hein. Ça peut être en Amérique du Sud, ça peut être en Espagne, ça peut être en Russie, etc. Et il y a aussi des gens de l'extérieur qui ont traversé notre géographie. C'est quelque chose qui dit aussi, qui s'inscrit dans la mondialisation actuelle. Ce n'est pas quelque chose de fermé. Donc l'objectif, redonner de l'histoire à tout le monde, au plus grand nombre, avec l'idée que ça soit accessible à tout le monde, mais aussi dans un niveau soutenu. On peut approfondir, avoir des articles longs, avoir des éclairages fouillés. La deuxième idée, c'était de le faire avec différents regards. Comme l'a dit Jacques-Yves, effectivement, on dit, nous, qu'on veut avoir ce regard breton sur notre histoire de la Bretagne. Si je prends un exemple, je prends fréquemment, c'est par exemple la bataille de 1364 à Auray. Charles de Montfort d'un côté, Charles de Blois de l'autre, un parti breton, un parti français, il y a des Anglais aussi. Si je prends 3 chroniqueurs de l'époque, ils vont avoir un avis anglais pour le chroniqueur anglais, un avis français pour le chroniqueur français, et un avis breton pour celui qui concerne la Bretagne. 3 avis différents. Ce que nous aussi, nous pouvons faire, c'est redonner ça aux jeunes. On le fait, par exemple, je prends un exemple sur les différents articles qu'on a produits sur un dossier celtique. Celtique, point d'interrogation. Il y a 2 ans de ça, le musée de Rennes, le musée breton de Rennes a fait une exposition celtique en posant la point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous? D'où ça vient? Et c'est une question qui est intéressante, c'est des questions qu'il ne faut pas éviter. Donc, on revient sur cette polémique, on pose le sujet dans un premier article. Dans un deuxième article, on donne la parole à Ronan Coigny, qui a été le premier à allumer la mèche, et qui le fait à sa manière, qui le fait brillamment. On reprend son texte avec son accord. On donne la parole à Corinne Poulain, qui est la directrice des Champs Libres, et qui, elle, défend la démarche qui a été faite par les gens qui portaient cette exposition. Et on donne un troisième point de vue à travers Jean-Michel Boulanger, qui lui aussi dit oh non, d'accord, pas d'accord. Il est plutôt pas d'accord. Mais on a 3 personnes ou 3 points de vue différents sur ce sujet-là. On le fait aussi, c'est incontournable pour nous de démarrer là-dessus, en mettant un dossier 16 voix pour démarrer. On y rentre
à travers un article de Daniel Lecoly qui pour nous était incontournable. C'est un spécialiste du sujet depuis des années et des années. Et il nous fait une belle présentation en plusieurs pages avec des photos qui illustrent bien le sujet. Et on revient ensuite sur René Creston, sur Jeanne Manivelle ou sur la revue Cordoc qui a eu simplement 5 numéros entre 1929 et 1930. Voilà, et à travers, par exemple, l'exemple de cette revue Cordoc, on s'aperçoit que les Salisbury, ils n'étaient peut-être pas tous d'accord. C'était une grande famille et ils ne pensaient pas tous de la même manière. Donc c'est important de le dire, c'est important d'aborder tous les sujets et de voir qu'il y a des angles différents pour expliquer, pour donner l'histoire. Si je reprends sur les Salisbury, on a aussi un article qui permet de parler des Salisbury à travers un objet. Un article qui a été écrit par M. Verlaine, ici présent, qui a peut-être quelque chose à nous dire. Ah oui, c'est un article remarquable sur l'abattement de René Creston. Ce sont des sujets, en fait, qu'on effleure les 3/4 du temps. Alors, ce sont des sujets vraiment importants. Pourquoi cette map-monde a été faite? Et puis, un aspect totalement différent, justement, qui est comment elle a été faite, représentant un véritable tour de force pour l'époque. Et cette map-monde, en fait, elle est sombrée dans l'oubli suite à sa destruction. Donc, il fallait quand même remettre toute cette histoire-là au bout du jour, je dirais. Quelle taille elle faisait? Alors, la première map-monde faisait 60 cm de diamètre, mais la map-monde qui a été vraiment le tour de force faisait 1,60 m de diamètre, faisait 3 mètres sur son piédestal et a été réalisée pour l'exposition internationale des arts et décoratifs modernes à Paris en 1937. Sur la revue, en fait, quand on est sorti, quand on a commencé à la travailler, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'anniversaires, dont celui du Gwenadu, du drapeau breton. Et on a demandé donc un article à quelqu'un qui le connaît très bien, ici présent, qui peut nous en parler, d'ailleurs, Michael Bolloré. Oui, en fait, l'idée de l'article, et c'était en lien avec vous, c'était de voir de quelle manière aujourd'hui le Gwenadu est perçu. C'est les 100 ans du Gwenadu entre 1923 et 1925, donc plus 1925. Et l'idée, c'était de voir de quelle manière ce drapeau était appréhendé aujourd'hui au sein de la société bretonne. Et les grandes étapes, finalement, qui ont fait que ce drapeau politique, au départ, en Marchal, comme au tout départ, est devenu un drapeau dont tout le monde se saisit. Donc avec des grandes dates, le Stade Rennais, le Joint français, etc. C'est plutôt intéressant, cette démarche sociologique autour de l'histoire du drapeau breton. Et juste avant de continuer sur le contenu, je voudrais juste vous présenter quand même des personnes qui sont responsables de cette chose. Donc, Owen Manard, qui a travaillé sur tout ce qui est maquette, etc. Enfin, créativité, hein, grâce à les techniques. Armelle, qui est notre coordinatrice. Bon, nous deux, évidemment. Et puis Leslie, qui vous prend en photo, qui s'occupe un peu de la com. Voilà, donc je laisse la com. Et donc on y est, je donne la parole à Armelle Mormont, qui nous a fait aussi un article sur une très très belle pièce que beaucoup de Capérois ignorent et qui se trouve dans le lycée de Armelle. Qu'est-ce que tu nous as fait? Oui, donc ce que j'ai proposé, c'est de parler de Pierre Touloat à travers une pièce monumentale qui se trouve au lycée Briseux, que vous ne verrez pas pour le moment parce qu'elle a été démontée et qu'elle est en phase de restauration quelque part dans le Morbihan avant d'être remontée, toujours dans le même lycée, je crois au centre de documentation. Et j'ai abordé la chose sous le biais d'une question. Qu'est-ce qu'un pays? Qu'est-ce qu'un pays pour Pierre Touloat? Le pays, c'est la Cornouaille. Alors j'aurais pu parler également du pendant terrien plutôt, qui se trouve au conseil régional, mais bon, curieusement, il était moins inspiré à mon sens pour ce qui arrive plutôt qu'ici. Et donc qu'est-ce qu'un pays? Donc Pierre Touloat définit un pays à partir du mythe, de la religion, de l'histoire et du quotidien. Et c'est en travaillant sur l'exposition que tu m'avais commandée l'année dernière, là, que j'ai trouvé une définition de Touloat qui me plaît bien, que je sors à tout pour eux maintenant, qui est un peu une réponse au Salisbury. C'est Pierre Touloat, c'est un mouvement artistique à lui tout seul. Voilà. Dans la revue. Avant que je lis, je vous présente Hélène Berg, qui est cachée là derrière, qui était notre correctrice et qui nous a apporté beaucoup de choses.
Merci, c'était un plaisir. Vous accordez la parole aux questions. Oui, la périodicité, en fait. Semestrielle, pour le moment. Pour commencer. Mais bon, on va voir. Hein. C'est semestriel. On va tous au trimestriel, mais ça dépend si on retrouve notre public aussi. Justement, le public pourra trouver où et comment l'histoire vraie. Dans les librairies, Ouais. parce qu'on a voulu créer un MOOC, un book magazine, plutôt qu'une revue qui se plie, qui se sort. Donc c'est un objet à garder, collectionner dans les librairies, et autrement, en le commandant sur notre site. Sur le site de Copraise, qui est notre distributeur. Dans les salons du livre. Dans les salons du livre. Bon, c'est pas un pari un peu osé de sortir le papier dans un monde qui papier en loup, justement. Moi, je crois que c'était la bonne réponse. On voulait donner du temps, de la matière, de la profondeur. Pour ça, pour nous, le papier s'imposait dans un monde de brut qui va très très vite, où on trouve tout et n'importe quoi sur le web, sur les réseaux sociaux, et aussi sur l'histoire. Donc, ça devient très difficile aujourd'hui de suivre les réseaux sociaux. On voit, il y a pas mal de gens qui quittent X ou ex-Twitter. Pour nous, c'était donner le temps, se donner le temps. C'est comme un livre, c'est pas tout à fait un livre, c'est une revue quand même de plus de 100 pages, texte et photos. Faut prendre le temps de la lire, faut prendre le temps. Question précise encore, mais le tirage est combien en fait 1500 pour ce numéro. D'accord. Donc, il y a une place pour la langue bretonne. Et évidemment, notre ère de discussion et de publication, c'est la Bretagne. Historique. Non, c'est la Bretagne. Voilà. La Bretagne. Voilà. L'autre, c'est la Bretagne historique. Ah, pardon. La Bretagne historique, je sais ça. Et justement, par exemple, on fait un article sur la bataille de Ballon et la bataille de Gengland. La bataille de Ballon, c'est 845. Ça nous a été raconté à travers des historiens du XIXe siècle qui ont bien romancé la chose parce que, comme des historiens français, ils avaient envie et besoin de romancer les choses. Donc la Borderie, par exemple, au XIXe, quand il parle de Ballon, il met la bataille de Gengland qui a eu lieu en 851, 6 ans après, avec celle-là. Il mixe le tout, ça fait une belle bataille, c'est fantastique, etc. C'est à la fois une victoire politique et militaire. Or, la réalité, elle est très différente. Aujourd'hui, les historiens ont bien travaillé sur les choses, ils savent que la Borderie va raconter des bêtises, etc. Et c'est important de dissocier ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on parle de Ballon, de se rappeler et de le dire, c'est que c'est à ce moment-là que se crée l'espace breton tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec Rennes, Nantes, tout le pays de Ré à l'intérieur de la Bretagne. C'est en 1845, c'est la victoire politique de Louis. C'est pour ça que dans chaque numéro, on parlera de la Rome antique. Parce qu'il faut rappeler les choses et surtout à un certain nombre de gens. C'est pour ça que j'ai fait une double présentation, d'ailleurs, à Quimper et Nantes, si j'ai bien compris. Oui, ça, on va faire à Brest, on va faire en Rennes aussi. Non, on va certainement bouger. Notre objectif, c'est, une fois par semestre, au moins, d'essayer de créer un événement dans un lieu, en rapport avec notre actualité, l'actualité de la revue, puis peut-être en rapport avec l'actualité de ce qui se passe sur le terrain, quoi. Donc, on ira à Guérande, on ira à Brest, on ira à Saint-Brieuc, on ira, ouais, je le cite au vrai, parce que c'est un lieu de confluence historique où il s'est passé pas mal de choses. C'est très très facile de se retrouver avec quelques personnes qui connaissent bien la matière et de passer une belle soirée de 2 heures à parler de l'histoire. Ah ouais, par exemple. Une conférence. Oui, Justement, Jean-Jacques Monnier, un historien, fait déjà des conférences un peu partout en Bretagne. Est-il associé à votre projet? Jean-Jacques a travaillé avec nous sur le dossier Seisbois en nous faisant un article sur la chapelle des Seisbois de Lannion. Et Joël Cornette Joël Cornette signe un point de vue de fin de magazine. C'est une page où on lui dit bah, vas-y, lance-toi, tu mets ce que tu veux, il n'y a pas de sujet imposé. Il sait qu'on parle d'histoire, évidemment. Et on va donner cette page-là à chaque fois à des personnes différentes. On a aussi, juste à côté de cette page-là, un point de vue ou une carte blanche, on appellera comme on dira, qui est mis en breton et qui va continuer d'être en breton. Pour revenir sur le breton,
On ne va pas s'obliger à faire un quota de 10, 20, 30%, 40% de tout en breton, etc. C'est en fonction de l'actualité, de la matière, de l'intervenant et de la capacité à écrire ou pas en breton qu'on aura cette matière-là. Mais par exemple, dans le prochain numéro, on aura de toute manière l'édito en breton, on aura de toute manière un point de vue à la fin en breton, on aura un article, donc je ne vous donne pas tout, sur Bertrand d'Argentré, qui sera lui en breton, plus d'autres choses. Il est tout à fait possible, par exemple, de parler de Bertrand d'Argentré, c'est un historien du XVIe siècle de Rennes Vitré, en breton, puis de faire un éclairage en français, parce qu'il a écrit une histoire de Bretagne en 1583 qui a été censurée par le roi de France à ce moment-là, mais elle est écrite en français. Donc, on peut mixer les deux de toute manière. C'est un sujet intéressant, son histoire de Bretagne, qui montre bien comment, déjà à ce moment-là, il était important de parler de l'histoire de la Bretagne et quel était le rapport au pouvoir, ou comment le pouvoir réagissait face à ce que disait cet historien de l'histoire de Bretagne. Quand il écrit Bertrand d'Argentré, on est en 1582-1583, on est moins de 50 ans après l'édit d'Union, on va pas dire traité d'Union, l'édit d'Union. Et il a un regard sur ce moment-là. Il est encore dans ce temps-là. C'est normal qu'il réagisse. C'est normal qu'il dise des choses qui, quelque part, ne sont pas les mêmes choses que le roi de France. C'est à nous de le dire, de l'expliquer, de l'analyser, de donner cette matière-là. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a les deux livres. Il a dû réécrire son bouquin et donc il a fait publier, avec l'assentiment du roi de France, une nouvelle version en 1588. Et on a la version ancienne. Donc aujourd'hui, des historiens comme par exemple Jean-Pierre Hervé en 2000-2001 ont analysé les deux versions et peuvent nous donner les deux versions où on voit que dans la première version, Bertrand d'Argentré du pique-pan de Louis XI, et il y avait matière, on pouvait dire du mal de ce monsieur et de ce roi, et dans la deuxième version, 6 ans, 7 ans plus tard, il a tiré ce qu'il y avait de piquant pour pouvoir estimer. Ce qu'on a fait dans ce numéro autour de l'exposition celtique, on souhaite le continuer, c'est-à-dire proposer à des gens qui ont des avis différents de le confronter à l'intérieur de leur revue. Je pense que ça permet d'avancer et de confronter des idées, y compris d'historiens bretons, qui ne sont pas d'accord entre eux. On peut vous en citer un certain nombre, mais c'est bien de les faire discuter ensemble et d'essayer de progresser. Ne pas rester enfermé sur une seule opinion. On a une opinion, on a une vision de l'histoire de la Bretagne, mais il nous semble important de faire discuter entre eux les différents acteurs de l'histoire de la Bretagne sur les 5 départements et au-delà. J'insiste. Des questions? Les abonnements? On met en place aussi une association des amis d'Easter Braid, parce que, comme le disait Christian, le projet comprend aussi des événements, des conférences, des colloques qui vont se mettre en place un petit peu partout en Bretagne, 1, 2 ou 3 fois par an, et on aura besoin d'un petit réseau de personnes intéressées par notre projet pour un peu nous aider à mettre ça en place, à soutenir notre action. Et donc, il est à la fois possible de s'abonner à Easter Braid et de soutenir l'association des amis d'Easter Braid pour que dans les années à venir, tout ça roule de manière assez fluide. On n'a pas la prétention d'être tout seul et de faire tout seul, mais on souhaite travailler avec l'ensemble des acteurs de la vulgarisation, de la connaissance de la Bretagne, que ce soit les musées, les sociétés savantes, etc. Donc il y a une collaboration, c'est-à-dire on va essayer de proposer une sorte de vulgarisation de bon niveau. On va travailler aussi avec des gens qui font des recherches, les historiens, les universités, les musées, etc. Donc c'est pas nous tout seuls dans nos petits coins, on espère travailler avec tout le paysage des études historiques. Et alors, je vous explique notre Brigitte, là. Ça peut paraître bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là? Surtout que dans ce numéro-ci, on n'explique pas, c'est venu en cours de route, c'est déjà parti chez l'imprimeur. Et donc c'est la Brigitte de Guignol, ces découvreurs, avant la guerre 14, qui n'ont pas de maison là.
les historiens de Brest qui ont réussi à la récupérer avant qu'elle ne soit vendue en Amérique du Sud, qui lui ont donné ce nom-là. Parce que c'est une statue du 1er siècle de notre ère, l'époque gallo-romaine, qui a des attributs gréco-latins, on voit, ça ressemble à une sorte de minerve, de ceci, cela, et aussi des attributs celtiques. D'où son nom de Brigitte, sa référence à Brigitte, entre autres, je pense à Donatien Laurent, qui était parmi les personnes qui ont travaillé dessus au début des années 70. Voilà. Elle est pour nous aussi symbolique dans notre démarche d'une histoire qui a failli s'enterrer, ne pas apparaître, qui a failli disparaître, d'une histoire qui est parfois confisquée et qu'il faut se réapproprier. C'est notre démarche. Et là aussi, c'est vraiment la symbolique. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est l'histoire de Dieu, où il manque des dieux. Elle a sans doute eu statut des dieux. Ses yeux ont disparu, mais elle n'est pas retrouvée. Comme une partie de ses vêtements n'est pas plus. Mais c'est là où elle a son petit côté grec, elle a un côté athénaniqué, celle qui regarde de loin et qui voit même quand elle est aveugle. Et on a les deux yeux juste au-dessus, là. Ils sont là, ils sont sur le casque. Alors, elle est au musée breton de Rennes, pour ceux qui veulent.